La porte s'ouvrit dans un grincement sourd, comme un aveu étouffé dans la nuit parisienne. Amael, figé sous ses draps trempés de sueur, leva les yeux vers la silhouette massive qui se découpait dans l'embrasure, éclairée par la lueur pâle d'un réverbère filtrant à travers les voilages. « Hugo » murmura-t-il, le cœur cognant comme un tambour de jazz enfumé dans un club de Montmartre, tandis que les mots de son beau-père, « Je ne peux plus me taire, mon fils », fracassaient le silence, emportant avec eux toutes les barrières d'une famille recomposée. Paris, cette ville des amants éternels, s'étalait sous les fenêtres de l'appartement haussmannien comme un tapis de lumière tremblante, un mirage de promesses inachevées. Amael avait toujours haï cette vue, ce rappel constant de la solitude qui s'infiltrait dans les fissures de sa vie. À 22 ans, il était un fantôme dans sa propre maison, fils unique d'une mère veuve trop vite, Élise, qui avait épousé Hugo 3 ans plus tôt dans une cérémonie discrète à la mairie du VE arrondissement. Hugo, l'Américain transplanté, avec son accent traînant comme un vinyle rayé de blues, et ses yeux verts qui semblaient toujours porter le poids des grandes plaines. Il était arrivé avec ses valises remplies de rêves brisés à un divorce à New York, une carrière de photographe en déroute et avait conquis Élise avec des photos en noir et blanc de la scène au crépuscule. Mais pour Amael, Hugo n'était qu'un intrus, un beau-père dont la présence massive envahissait l'espace, les silences, et pire encore, les nuits agitées. Ce soir-là, l'air était lourd d'un orage d'été qui n'éclatait pas, chargé d'électricité comme les veines gonflées sous la peau. Amael s'était réfugié dans sa chambre, une mansarde étroite au dernier étage, où les posters jaunis de films de Truffaut côtoyaient des croquis inachevés sur son chevalet. Il peignait, ou du moins essayait, des nus masculins aux lignes fluides, des corps entrelacés dans des poses qui trahissaient ses secrets les plus intimes. Amael n'avait jamais dit à quiconque qu'il aimait les hommes. Pas à Élise, qui le serrait encore comme un enfant perdu. Pas à ses amis du quartier latin, ces âmes bohèmes qui flirtaient avec la liberté sans jamais la toucher. Et surtout pas à Hugo, dont le regard s'attardait parfois trop longtemps sur lui lors des dîners familiaux, un regard qui n'était ni paternel ni indifférent. Le grincement de la porte l'arracha à sa transe. Amael lâcha son pinceau, qui roula sur le parquet usé, laissant une traînée écarlate comme une blessure fraîche. Hugo se tenait là, torse nu sous une chemise ouverte, les cheveux en désordre, une bouteille de cognac à moitié vide dans la main. Ses muscles saillants, forgés par des années de rodéo texan et de randonnée dans les Appalaches, contrastaient avec la vulnérabilité de son visage buriné. « Je ne dors pas », dit-il d'une voix rauque, l'accent américain roulant les airs comme des cailloux dans un torrent. « Et toi non plus, on dirait. » Amael se redressa, tirant le drap sur son torse nu, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que tu fais ici, Hugo ? Maman est en bas, elle pourrait. » Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Hugo referma la porte derrière lui d'un geste lent, presque théâtral, et s'avança, la bouteille tintant contre le bois de la table de nuit. L'odeur de son aftershave, un mélange de sandalwood et de tabac envahit la pièce, se mêlant à celle de la peinture à l'huile, créant un cocktail enivrant, dangereux. « Ta mère dort comme un ange », murmura Hugo, s'asseyant au bord du lit, si proche qu'Amael pouvait sentir la chaleur de son corps, comme un feu de camp dans la nuit froide de la campagne. « Mais moi, je suis en enfer, Amael. Depuis que je t'ai vu pour la première fois, avec tes yeux sombres comme la Garonne au crépuscule, et ce sourire qui cache tant de tempêtes. » Il posa la bouteille, sa main effleurant accidentellement ou non la cuisse d'Amael sous le drap. Un frisson remonta l'échine du jeune homme, un mélange de peur et d'une curiosité interdite, comme ouvrir un livre maudit dans une bibliothèque oubliée. Amael recula, mais le mur était là, implacable. « Arrête. Tu es mon beau-père. » C'est pas possible. Sa voix tremblait, trahissant le mensonge, car au fond de lui, dans les recoins les plus sombres de son âme, il avait fantasmé sur ces moments. Les regards volés pendant les repas, les rires complices lors des promenades le long de la Seine, où Hugo racontait des histoires de rodéo et de cœurs brisés sous les étoiles du Wyoming. Hugo, cet homme qui avait fui l'Amérique puritaine pour les rues pavées de Paris, cherchant une rédemption qu'il ne trouvait pas dans les bras d'Élise. Hugo se pencha plus près, son souffle chaud contre l'oreille d'Amael. Et si c'était plus fort que nous? Si c'était comme ces vieux films français que tu aimes tant, où l'amour défie les conventions, où un regard suffit à tout emporter? Ses lèvres frôlèrent la tempe d'Amael, un contact si léger qu'il pouvait être un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Amael sentit son corps répondre malgré lui, une chaleur traîtresse montant de son ventre, comme un volcan endormi sous les boulevards haussmanniens. Non, souffla Amael, mais sa main, comme dotée d'une volonté propre, se posa sur le bras de Hugo, sentant les veines saillantes sous la peau tannée. Le temps s'étira,
suspendu dans cette chambre aux murs tapissés de secrets. Dehors, un klaxon lointain déchira la nuit, rappel cruel du monde extérieur. Hugo recula légèrement, ses yeux verts plongeant dans ceux d'Amael, y lisant la tempête qui faisait rage. « Je t'aime, mon garçon. Pas comme un père. Comme un homme aime un autre homme. Et ça me ronge, nuit après nuit. » Ces mots tombèrent comme une sentence, libérateur et destructeur à la fois. Amael ferma les yeux, les larmes perlant au coin de ses paupières. Il pensa à Élise, endormie en bas, ignorant que son monde volait en éclats. Il pensa à sa propre solitude, à ces nuits où il se touchait en imaginant des bras forts autour de lui, des lèvres rugueuses contre les siennes. Et maintenant, l'objet de ses fantasmes était là, vulnérable, attendant une réponse qui pourrait tout anéantir. « Sors d'ici », murmura-t-il enfin, la voix brisée. Mais Hugo ne bougea pas. Au lieu de cela, il se pencha à nouveau, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant, puis vorace, comme une averse d'orage enfin libérée. Les mains d'Amael s'enfoncèrent dans les cheveux de Hugo, tirant, suppliant, tandis que le monde s'effaçait. Paris, avec ses amours fugaces et ses cœurs brisés, n'existait plus. Il n'y avait que, dans cette chambre étouffante, scellant un pacte maudit sous les yeux indifférents de la lune. Le lendemain matin, Amael se réveilla seul, le drap froissé comme un champ de bataille. Hugo était parti, emportant avec lui le cognac et les remords. Mais l'odeur persistait, imprégnée dans les fibres du lit, un fantôme qui entrait Amael pour les jours à venir. Il descendit dans la cuisine, où Élise fredonnait un air de Piaf en préparant le café, ses cheveux blonds en bataille, son sourire radieux. « Bonne nuit, mon chéri » demanda-t-elle, ignorant le chaos qui bouillonnait en lui. « Oui, maman » mentit-il, s'asseyant face à Hugo, qui lisait le Figaro d'un air impassible, ses yeux verts évitant les siens. Le petit déjeuner se déroula en silence tendu, ponctué de rires forcés. Amael sentait le regard de Hugo comme une caresse invisible, un rappel de la nuit. Et déjà, le désir renaissait, traître et insatiable, comme les vignes du Bordelais s'enroulant autour d'un treillis fragile. Les jours suivants furent une danse dangereuse. Hugo et Amael évitaient les contacts, mais les hasards, un effleurement dans le couloir, un regard croisé dans le miroir de la salle de bain allumaient des étincelles. Amael se réfugia dans son art, peignant frénétiquement des toiles où des corps masculins s'entremêlaient dans des ombres portugaises, des ébauches de leurs baisers interdits. Hugo, de son côté, multipliait les sorties photos, errant dans les ruelles de Belleville, capturant l'âme brute de Paris pour exorciser ses démons. Une semaine plus tard, l'orage éclata enfin. Élise partit pour un week-end à Lyon, chez une amie d'enfance, laissant l'appartement à la merci de la tempête. Amael rentra tard d'une expo au Louvre, ivre d'images et de vin rouge. Hugo l'attendait dans le salon, un verre de bourbon à la main, son vice américain persistant. « On doit parler » dit-il, la voix grave comme un solo de saxophone dans un club enfumé. Amael s'effondra sur le canapé, le cœur serré. « Parler de quoi ? De ce baiser qui n'aurait jamais dû exister ? Ou de la façon dont tu me regardes comme si j'étais une proie ?» Les mots jaillirent, amers, libérateurs. Hugo se leva, arpentant la pièce comme un lion en cage. « C'est plus que ça, Amael. Je suis tombé amoureux de toi le jour où tu m'as surpris en train de développer des photos dans la cave. Ton regard, si pur, si tourmenté. Ça m'a rappelé qui j'étais avant d'être cet homme marié, cet imposteur. » Amael rit, un rire nerveux, hystérique. « Et moi ? Je suis quoi dans ton histoire ? Ton fantasme coupable ? Ton moyen de trahir maman sans culpabilité ? » Il se leva à son tour, les poings serrés, les larmes coulant librement. Hugo s'approcha, attrapant ses poignets avec une douceur surprenante. « Non. Tu es la lumière dans mon obscurité. Et je sais que tu ressens la même chose. » Leur seconde étreinte fut plus violente, plus désespérée. Ils s'embrassèrent comme des affamés, les mains explorant, déchirant les vêtements dans un tourbillon de soie et de coton. Le salon devint leur sanctuaire profane, le tapis perçant témoin de leurs corps enlacés, les coussins éparpillés comme des pétales d'une rose piétinée. Hugo murmura des mots en anglais, des « I love you » rauques qui se mêlaient à des « je t'aime » hésitant, tandis qu'Amael gémissait sous ses caresses, découvrant les contours d'un désir longtemps refoulé. Ils firent l'amour pour la première fois là, sur le sol froid, sous le lustre en cristal qui oscillait comme un pendule maudit. Ce fut un mélange de tendresse et de fureur, de rires étouffés et de sanglots contenus. Amael se sentit vivant pour la première fois, comme si Paris entière respirait en lui. Hugo,
avec son expérience d'amant chevronné, le guida avec une patience infinie, effaçant les doutes d'un baiser, d'une main sur la hanche, d'un regard qui promettait l'éternité. Mais l'aube apporta la réalité. Allongés nus sur le canapé, couverts d'un plaid jeté à la hâte, ils parlèrent pour la première fois vraiment. Hugo confia son passé, un amour de jeunesse à San Francisco, un garçon nommé Liam qu'il avait perdu dans les années du sida, avant que les traitements ne sauvent le monde. J'ai fui en France pour oublier, dit-il, la voix brisée. Et puis tu es arrivé, avec ton rire comme une mélodie de Debussy. Amael, à son tour, avoua ses peurs, la mort de son père quand il avait 10 ans, la solitude d'un adolescent gay dans un lycée catholique du 16e. Je me sens sale, Hugo. Comme si j'étais un monstre pour aimer un homme qui est censé me protéger. Hugo le serra plus fort, ses lèvres contre son front. L'amour n'est pas un monstre, mon amour. C'est la seule chose pure dans ce monde de faux semblants. Ils jurèrent le secret, un pacte scellé par un baiser salé de larmes. Mais au fond d'eux, ils savaient que Paris, avec ses yeux indiscrets et ses murmures, ne pardonnerait pas si facilement. Élise rentrerait bientôt, et avec elle, le masque de la normalité. Pourtant, pour ces instants volés, Amael se sentait enfin entier, comme une toile achevée sous le pinceau d'un maître. Les semaines suivantes furent un ballet délicat sur le fil du rasoir, une valse secrète dans les couloirs étroits de l'appartement. Amael et Hugo apprirent à se toucher du regard, à se frôler dans l'ombre des portes, à échanger des sourires complices au-dessus des assiettes de coq au vin. Élise, absorbée par son travail de galeriste au Marais, ne remarqua rien ou du moins, feignit de ne rien voir. Elle était heureuse, radieuse même, dans cette nouvelle vie qu'elle avait tissée avec soin, ignorant les fils noirs qui la minaient de l'intérieur. Amael fleurissait sous ses amours clandestins. Ses toiles prirent une nouvelle vie, des couleurs vives, des bleus profonds de la Méditerranée mêlés aux ocres des canyons américains que Hugo lui décrivait dans des murmures post-coïtaux. Il se retrouvait quand Élise sortait d'un thé chez une amie, une vernissage tardif et transformait l'appartement en un nid d'amants. La chambre d'Amael devint leur refuge principal, avec ses draps froissés et son odeur persistante de jasmin et de sueur. Hugo, avec sa patience d'artisan, apprenait à Amael les subtilités du désir, comment un baiser sur la nuque pouvait faire plier les genoux, comment une main sur le ventre pouvait apaiser les tempêtes intérieures. « Tu es mon pari secret », chuchotait Hugo un soir, alors qu'ils étaient allongés sur le lit, la fenêtre ouverte sur les toits de zinc luisant sous la pluie fine. Amael, la tête sur son torse poilu, écoutait le battement régulier de son cœur, comme un métronome pour leur symphonie interdite. « Et toi, mon cow-boy perdu » répondait-il, traçant du doigt les cicatrices sur l'épaule de Hugo, souvenir d'un rodéo raté à Cheyenne. Ces moments étaient faits de rires doux, de confessions chuchotées, de peurs partagées. Amael parla de son premier amour, un garçon du lycée nommé Théo, un flirt avorté dans les vestiaires après un match de foot, fini en larmes et en silence. Hugo, les yeux voilés, évoqua Liam à nouveau, cette ombre qui planait sur lui comme un nuage d'orage sur les plaines du Kansas. Mais l'amour, comme un vin trop jeune, portait en lui les germes de l'ivresse destructrice. Les rendez-vous devinrent plus risqués, un baiser volé dans la cuisine pendant que Élise prenait sa douche, une main glissée sous la table lors d'un dîner avec des amis. Amael se surprit à mentir avec aisance, à inventer des sorties pour couvrir leurs escapades. Ils s'aventurèrent même dehors, une nuit, marchant main dans la main le long de la Seine, déguisés en anonymes parmi les couples hétéros. Sous les arches du pont des Arts, Hugo accrocha un cadenas gravé de leurs initiales AH et le jeta dans l'eau avec un vœu silencieux. « Pour que notre amour survive au cadenas brisé du monde, dit-il, sa voix se perdant dans le clapotis des vagues. Pourtant, les fissures apparurent vite. Élise commença à poser des questions anodines, « Tu sembles distant, mon chéri. » Et Hugo, il passe tant de temps en ville. Amael balayait d'un rire, mais la culpabilité le rongeait comme un acide lent. Il se réveillait en sueur, hanté par des rêves où sa mère les surprenait, son visage déformé par la trahison. Hugo, lui, sombrait dans une mélancolie américaine, buvant plus, photographiant des ruines industrielles au bord de la Marne, comme pour capturer son propre effondrement. Le premier vrai conflit surgit un soir d'automne, quand les feuilles des platanes tombaient comme des confettis mélancoliques. Élise avait organisé un dîner pour célébrer la promotion d'Amael à l'atelier de peinture du quartier. Les invités affluaient, des artistes excentriques, des collectionneurs snobs, un mélange pétillant de parfums et de rires. Amael, nerveux, ajustait sa cravate quand Hugo entra dans sa chambre pour un dernier regard. « Tu es magnifique » murmura-t-il, l'attirant pour un baiser rapide, fiévreux. Mais la porte n'était pas fermée à clé.
Théo, l'ancien flirt d'Amael, invité par Mégarde via un ami commun, surgit dans l'embrasure, les yeux écarquillés. Amael? C'est ton beau-père? Le temps s'arrêta. Hugo recula, blême, tandis qu'Amael bafouillait, ce n'est pas ce que tu crois. Théo, avec un sourire narquois qui masquait sa jalousie refoulée, haussa les épaules. Oh, je crois que si. Paris est petit pour les secrets comme ça. Le dîner fut un supplice. Théo, assis en face d'Amael, lançait des regards complices, des sous-entendus voilés qui faisaient transpirer Hugo. Élise, radieuse en robe rouge, trinquait à l'avenir, ignorant la bombe à retardement. Plus tard, dans la cuisine, alors qu'Amael lavait la vaisselle, Théo s'approcha, son souffle chargé de vin. Il est sexy, ton beau-père. Mais attention, les feux comme ça brûlent vite. Et si ta mère l'apprend? Amael le repoussa, furieux. Fous-moi la paix, Théo. Tu n'as rien vu. Mais les mots sonnaient faux. Cette nuit-là, après le départ des invités, Hugo et lui se disputèrent pour la première fois. C'était imprudent, grogna Hugo, arpentant le salon. On joue avec le feu, Amael. Et si Théo parle? Amael, les larmes aux yeux, riposta, et toi? Tu penses que je suis juste un jouet pour combler ton vide? Un remplaçant pour Liam. Les mots blessèrent comme des lames. Hugo s'arrêta net, le visage crispé. Ne me compare pas à un fantôme. Ce que j'ai avec toi est réel, plus réel que tout ce que j'ai connu. Il s'approcha, mais Amael recula. Prouve-le, alors. Arrête de te cacher. Dis à maman qui tu es vraiment. Hugo secoua la tête, amer. Et détruire sa vie? Pourquoi? Un amour impossible? Ils se séparèrent en froid, dormant dans des lits séparés pour la première fois depuis des semaines. Amael, roulé en boule dans sa chambre, pleura jusqu'à l'aube, le cœur déchiré entre l'amour et la morale. Dehors, Paris bruissait de ses amours légers, indifférentes aux tragédies intimes. Le lendemain, Théo envoya un message, une photo floue du baiser, avec un smiley diabolique. Ton secret est en sécurité. Pour l'instant. La menace plana comme un vautour. Hugo, apprenant la nouvelle, devint sombre, ses photos prenant un ton plus noir, plus dramatique. Il commença à s'éloigner, prétextant des shootings en province. Amael, seul, se tourna vers ses amis, ces ombres du quartier latin qui l'entouraient sans le voir vraiment. Lors d'une soirée dans un bar gay caché rue des Archives, il flirta avec un inconnu, cherchant à noyer son chagrin dans des verres de pastis et des danses effrénées. Mais au matin, la gueule de bois n'effaçait pas le vide, seul Hugo comptait, avec sa force brute et sa tendresse cachée. Leur réconciliation fut orageuse, une nuit où la pluie martelait les carreaux comme des accusations. Élise était à nouveau absente, partie pour une foire d'art à Bruxelles. Hugo rentra trempé, les cheveux plaqués, et trouva Amael en train de détruire une toile où leur portrait enlacé, barbouillé de noir. « Arrête » cria-t-il, arrachant le pinceau des mains d'Amael. Leurs corps se heurtèrent, puis s'enlacèrent dans une étreinte furieuse, des mots durs se muant en gémissements. Ils firent l'amour avec une urgence nouvelle, comme si c'était la dernière fois. Hugo, dominant, possessif, murmurait des promesses en anglais, « Je ne te lâcherai pas, kid. » Jamais. Amael, se cambrant sous lui, se sentait possédé, libéré. Mais au milieu de l'extase, un doute s'insinua, combien de temps tiendrait-il avant que le monde ne les sépare? L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de deuil, les flocons dansant sur la tour Eiffel comme des larmes gelées. L'appartement, autrefois un havre, devint une prison aux murs feutrés de mensonges. Amael et Hugo naviguaient dans une routine précaire, des nuits volées quand Élise dormait, des matins où ils échangeaient des regards chargés de promesses non dites. Mais la menace de Théo grandissait, un poison lent qui corrompait leur idylle. Le message suivant arriva un mois après le dîner, 500 € pour mon silence. Sinon, ta maman saura tout. Accompagné d'une autre photo, plus nette, incriminante. Amael montra le texto à Hugo un soir, alors qu'ils étaient blottis dans la mansarde, un feu de cheminée improvisé crépitant dans le poêle. Hugo jura en anglais, un chapelet de mots texans crus qui firent rougir Amael malgré la gravité. Ce petit salaud. Je vais m'en occuper. Mais Amael secoua la tête, les yeux emplis de peur. Non, ça empirerait. On paie, et on prie pour qu'il s'arrête là. Hugo, les mâchoires serrées, accepta à contre-cœur,
transférant l'argent via une app anonyme. Mais l'acte le rongeait, je hais être faible, Amael. Comme quand j'ai laissé Liam partir sans me battre. Ces confessions nocturnes approfondissaient leur lien, tissant un fil d'or dans la toile de leur amour. Hugo apprit à cuisiner des plats français pour impressionner Amael, un bœuf bourguignon maladroit mais tendre, accompagné de vin de Bergerac. Amael, en retour, posa pour les photos de Hugo, posant nu dans l'atelier, capturant des instants de vulnérabilité pure. Ces images, développées en secret dans une chambre noire louée à Bastille, devinrent leur album privé, Amael riant sous la douche, Hugo endormi avec un sourire paisible, leurs corps entrelacés dans des jeux de lumière et d'ombre. Pourtant, la jalousie s'insinua, subtile comme un brouillard matinal sur la Loire. Élise, sentant le vent tourner, se fit plus présente, organisant des sorties familiales, un pique-nique aux Tuileries, une comédie musicale au Châtelet. Lors d'une de ces soirées, au théâtre, Hugo glissa sa main dans celle d'Amael sous le manteau d'Élise, un geste audacieux qui fit battre le cœur du jeune homme comme un tambour de carnaval. Mais Élise, remarquant le trouble de son fils, demanda plus tard, « Quelque chose te tracasse, mon cœur ? Tu sembles si absent. » Amael, la gorge nouée, inventa une exposition ratée, un amour fantôme. Elle le serra dans ses bras, son parfum de lavande rappelant l'enfance perdue. Le point de non-retour arriva en février, sous un ciel plombé qui pesait sur les épaules de Paris comme un reproche. Hugo avait un shooting à Deauville, prétextant un client américain. Amael, seul avec Élise, craqua lors d'un dîner improvisé. « Maman, et si je t'annonçais que j'aime les hommes ?» Les mots sortirent, libérés par un verre de trop de chardonnay. Élise posa sa fourchette, ses yeux bleus s'écarquillant, puis s'adoucissant en un sourire triste. « Mon chéri, je le sais depuis des années. Ton père le savait aussi. Et on t'aime pour ça. Mais est-ce que c'est réciproque ?» Amael, pris de panique, balbutia sur un flirt imaginaire avec un artiste du Marais. Mais le mensonge pesa, alourdissant le secret. Quand Hugo rentra, bronzé par le vent normand, ils se jetèrent l'un sur l'autre avec une faim renouvelée, mais les étreintes portaient désormais l'empreinte du doute. « On ne peut pas continuer comme ça, » murmura Amael un matin, alors que la neige fondait sur les carreaux. « Théo veut plus d'argent. Et maman. Elle mérite la vérité. » Hugo, allongé sur le dos, fixant le plafond mouluré, soupira profondément. La vérité détruirait tout. Élise est fragile, Amael. Son premier mari au ton père l'a quittée pour une autre. Si elle apprend pour nous. Il se tut, mais les mots non dits hurlaient, trahison, ruine, solitude. Amael se redressa, furieux. Et nous ? On est quoi ? Des amants de passage, ou un amour qui vaut le risque ? Hugo l'attira contre lui, un baiser apaisant les tempêtes. C'est tout pour moi. Mais je ne sais pas si je suis assez fort. La trahison frappa comme un éclair dans un ciel serein. Théo, insatisfait des 500 €, envoya l'anonyme à Élise un soir où Amael était sorti. Elle trouva la photo sur son téléphone, un cadeau empoisonné déguisé en spam. Assise dans le salon, un verre de cognac celui de Hugo à la main, elle attendit leur retour. Quand Amael et Hugo franchirent la porte, riant d'une blague stupide sur les croissants trop beurrés, elle se leva, le visage pâle comme un marbre de Carrare. « Expliquez-moi ça, » dit-elle, brandissant le téléphone. La photo les montrait enlacés, nus, dans un instant d'abandon pur. Le silence s'abattit, plus lourd que la tour Eiffel sous la neige. Hugo blêmit, s'avançant d'un pas, « Élise, c'est ma faute. Laisse Amael en dehors de ça. » Mais elle secoua la tête, les larmes coulant. « Ta faute ? C'est notre fils, Hugo. »« Mon fils ? Comment avez-vous pu ?» Amael, paralysé, sentit le monde s'effondrer. « Maman, je t'en prie. On s'aime. C'est réel. » Élise recula, comme frappée. « Réel ? C'est une abomination. Un beau-père et son beau-fils. Vous avez souillé tout ce qu'on avait construit. » Ces mots, aiguisés comme des tessons de bouteille, lacérèrent l'air. Hugo tenta de la raisonner, évoquant son passé, son amour pour elle qui avait muté en quelque chose de plus profond, plus tortueux. Mais Élise, brisée, hurla, « Sors d'ici. Tous les deux. Je ne veux plus vous voir. » La nuit fut un chaos de cris et de pleurs. Élise s'enferma dans sa chambre, le verrou claquant comme une sentence.
Amael, effondré sur le sol du couloir, sanglota dans les bras de Hugo, qui le berçait comme un enfant. « On s'en va » murmura Hugo, la voix tremblante. « On recommence ailleurs. À New York, peut-être. Loin de ces fantômes. » Mais Amael secoua la tête, le cœur en miettes. « Et maman ? On la laisse seule, détruite par notre égoïsme ?» Le lendemain, l'appartement était un tombeau. Élise avait pris des somnifères, dormant d'un sommeil lourd. Hugo prépara des valises en silence, glissant dedans des photos, des souvenirs. Amael, errant comme un zombie, appela Théo, le confrontant au téléphone. « T'es content ? T'as ruiné une famille, pourquoi ? Ton ego. » Théorie, froid. La vérité libère, Amael. Et toi, t'étais trop lâche pour la dire toi-même. Hugo et Amael partirent à l'aube, laissant une lettre pour Élise, des excuses larmoyantes, des promesses de thérapie, d'un amour qui ne s'effacerait pas. Ils s'installèrent dans un hôtel miteux près de Gare de Lyon, une chambre aux murs jaunis où l'amour se fit plus âpre, teinté de désespoir. « On est des parias maintenant, » dit Hugo, fumant une cigarette à la fenêtre, Paris s'étendant en bas comme un océan hostile. Amael, levé contre lui, murmura « Mais on est ensemble. C'est tout ce qui compte. » Pourtant, le doute s'installa. Hugo, rongé par la culpabilité, but plus, ses appels à Élise des messages vocaux suppliants devenant une obsession. Amael, de son côté, peignait des toiles sombres, des abysses où des amants se noyaient. Leur passion physique resta intacte, un baume contre la douleur, mais les mots se raréfièrent, remplacés par des silences lourds. L'exil parisien dura 6 mois, une éternité compressée dans des jours gris et des nuits enflammées. L'hôtel de Gare de Lyon devint leur bulle précaire, payée avec les économies de Hugo et les ventes sporadiques des toiles d'Amael dans des galeries underground du XIIIe. Paris, cette amante cruelle, les tolérait dans ses marges, les bars gays de Le Marais où ils dansaient anonymes, les promenades nocturnes le long du canal Saint-Martin, main dans la main sous les ponts à guet. Mais la ville murmurait, des ragots filtrant via des amis communs. Le fils et le beau-père, chuchotaient dans les cafés, un scandale juteux pour l'hiver. Hugo tenta de reconstruire, il reprit la photo, signant un contrat avec une revue américaine pour un portfolio sur « Les amours brisés de l'exil ». Ces images capturaient Amael dans des poses introspectives assis sur un banc des Buttes-Chaumont, le regard perdu dans les cascades artificielles, nu contre un mur de briques à Belleville, la lumière rasante soulignant les courbes de son corps comme une allégorie de la vulnérabilité. Amael, muse réticente, posait avec une grâce douloureuse, ses yeux sombres reflétant les tourments intérieurs. « Tu me rends immortel », disait Hugo, développant les négatifs dans une chambre noire empruntée, l'odeur chimique se mêlant à leurs étreintes. Mais la culpabilité était un spectre tenace. Élise n'avait pas répondu à la lettre, ni aux appels. Une fois, Hugo la croisa par hasard au marché d'Aligre, elle, amaigrie, le panier vide, les yeux cernés. Il s'approcha, suppliant « Laisse-moi t'expliquer ». Elle le gifla, un claquement sec comme un couperet. « Expliquer ? Tu as volé mon fils, mon amour. Retourne en Amérique, avec tes mensonges. » Hugo rentra brisé, se jetant dans les bras d'Amael avec une urgence désespérée. Leur nuit fut une tempête, des corps heurtés, des griffures, des cris étouffés dans les oreillers bon marché. « Je t'aime tellement que ça fait mal », gémit Amael, sentant les larmes de Hugo sur sa peau. Amael, lui, cherchait la rédemption dans l'art. Il exposa pour la première fois dans une galerie du Sentier, une série intitulée « Ombre enlacée », des toiles où des figures androgynes s'étreignaient dans des décors hybrides de la Seine croisant le Mississippi. La critique fut mitigée, crue, viscérale, mais trop personnelle, écrivit un journaliste du Monde. Pourtant, les ventes affluèrent, un public sensible à cette raw émotion, cette humanité brute qui transpirait des couleurs. Hugo, fier, l'embrassa en public pour la première fois, un geste discret mais libérateur, sous les applaudissements des artistes bohèmes. Pourtant, les fissures s'élargirent. Hugo reçut une offre tentante, un poste de photographe à New York, dans une agence de mode, avec un salaire qui effacerait leurs dettes. « On recommence là-bas », proposa-t-il un soir, lors d'un dîner improvisé de crêpes au miel dans un bistrot de la Contrescarpe. Amael hésita, fourchette en l'air. « Et maman ? Paris ? C'est ici que je suis né, que j'ai grandi. Fuir encore, c'est admettre qu'on a tort. » Hugo, les yeux brillants, serra sa main. L'amour n'admet pas de tort. Il exige du courage. Le courage manqua quand Théo réapparut,
comme un diable sorti de sa boîte. Il contacta Amael via Instagram, proposant une « réconciliation » dans un café de Saint-Germain. Curieux et amer, Amael y alla seul, laissant Hugo à une séance photo. Théo, plus mature en apparence, avec une barbe naissante et un air repentant, commanda 2 expressos. « J'ai été un con », admit-il, remuant le sucre nerveusement. « La jalousie, tu sais. Mais je t'aime encore, Amael. Laisse-moi une chance. » Amael rit, froid. « Une chance ? Tu as détruit ma famille pour un caprice. » Théo baissa les yeux, puis avoua, « C'était pas que pour l'argent. J'espérais te reconquérir. Et Élise m'a contacté après. Elle voulait des détails, savoir si c'était vrai. » Le cœur d'Amael s'arrêta. « Quoi ? Elle savait ? » Théo hocha la tête. Elle pleurait au téléphone. « Elle t'aime, mec. Mais elle a besoin de temps. » Le révélation frappa comme un uppercut. Amael rentra en trombe à l'hôtel, confrontant Hugo. « Maman t'a appelé via Théo ? Tu me mens encore ?» Hugo, surpris au milieu de trier des pellicules, nia d'abord, puis craqua, une fois. Elle voulait divorcer, mais discrètement. Pour toi. La trahison s'abattit, plus lourde que toutes les précédentes. Pour moi ? Ou pour sauver les apparences ? Tu parles d'elle dans mon dos, comme si j'étais un gosse. La dispute éclata, violente, des objets volant à un cadre photo brisé, symbole ironique. Hugo hurla, « Je protège ce qu'on a. Toi, tu rêves d'un conte de fées où tout le monde pardonne. » Amael, en larmes, répliqua, « Et toi, tu fuis. Comme avec Liam, comme avec ton ex-femme. » Les mots blessèrent mortellement. Hugo, le visage déformé, attrapa son manteau. « Peut-être que t'as raison. Peut-être que je suis pas fait pour l'amour. » Il claqua la porte, laissant Amael seul dans la chambre froide, le silence hurlant comme un vent d'hiver sur les plaines. Hugo erra toute la nuit, aboutissant dans un bar de Pigalle, buvant jusqu'à l'oubli. Au matin, il rentra, puant l'alcool, et trouva Amael parti, une note sur la table, « J'ai besoin d'espace. » Ne me cherche pas, paniqué, Hugo appela Élise pour la première fois depuis des mois. Elle répondit, la voix brisée mais calme. « Il est avec moi, Hugo. Il a besoin de sa mère. Et toi ? Toi, tu dois partir. Pour de bon. » Amael avait fui vers l'appartement familial, suppliant Élise de le laisser entrer. Elle l'avait accueilli, pâle mais stoïque, et ils avaient pleuré ensemble des heures, un torrent de douleur et de pardon naissant. « Je t'aime, mon fils, » murmura-t-elle enfin. « Peu importe qui tu aimes. Mais lui. Il t'a brisé. » Amael, le cœur en lambeaux, ne contredit pas. Pourtant, dans le secret de son âme, il savait que Hugo était sa moitié manquante. Hugo, évincé, accepta l'offre new-yorkaise, emballant ses affaires dans un brouillard de regrets. Avant de partir, il laissa une lettre pour Amael, glissée sous la porte de l'hôtel, « Tu es mon plus beau paysage, mon amour. Si le destin le veut, nos chemins se croiseront à nouveau. Sois libre, mon cow-boy parisien. » L'aéroport Charles de Gaulle le vit s'envoler, silhouette massive dans la foule, les yeux rivés sur le dôme des Invalides, dernier adieu à la ville qu'il avait défait. Amael, de retour chez Élise, entama une thérapie, des séances où il déballa ses peurs, ses désirs, son amour pour Hugo comme une tempête inévitable. Élise, guérissant à ses côtés, pardonna peu à peu, transformant la blessure en cicatrice tendre. Mais les nuits étaient longues, hantées par l'absence, le lit vide, l'odeur fantôme du sandalwood, les photos qu'il osait regarder en cachette. Le printemps revint sur Paris comme une absolution, les cerisiers du champ de Mars fleurissant en explosions roses, un contraste cruel avec les cœurs en deuil. Amael et Élise reconstruisirent pas à pas, des dîners simples, des promenades le long de la rue de Rivoli, des confidences murmurées sous les arcades. Élise, avec sa résilience de veuve parisienne, reprit son travail à la galerie, organisant même une expo pour Amael, Renaissance intime, une série de toiles où des amants s'étreignaient dans des aurores naissantes, symbole d'un amour renaissant des cendres. Amael guérit, ou du moins apprit à vivre avec la cicatrice. Il rencontra d'autres hommes, un sculpteur barbu au café de Flore, un musicien aux doigts agiles dans un concert de jazz à la Cigale, mais aucun ne touchait la profondeur de Hugo. Les flirts étaient légers, exploratoires, des pas timides vers la liberté. Pourtant, chaque nuit, il relisait la lettre de Hugo,
froissé sous son oreiller, et pleurait en silence, le cœur un paysage désolé comme les photos du Wyoming que son amant lui avait montrées. Hugo, à New York, sombra d'abord dans l'oubli, des nuits dans des clubs de Chelsea, des shootings frénétiques pour Vogue, des amants éphémères qui ne comblaient pas le vide. Mais l'Amérique, avec son pragmatisme brutal, le força à affronter ses démons. Il entama une thérapie chez un psy de Manhattan, un juif new-yorkais aux blagues sèches qui le fit rire pour la première fois depuis des mois. L'amour n'est pas une fuite, Hugo. C'est un ancrage. Et le tien est ancré à Paris. Il cessa de boire, se remit à la photo personnelle, un projet sur « Les exils amoureux », des portraits d'hommes gays dans la grosse pomme, écho de sa propre perte. 6 mois après son départ, un paquet arriva à l'appartement, une enveloppe épaisse, postée de Brooklyn. À l'intérieur, un album photo des images d'Amael recomposées numériquement dans des décors américains, posant sur le Brooklyn Bridge au lever du soleil, riant dans un dîner du Midwest, enlacé avec Hugo sous les chênes de Central Park. Une note accompagnait « Ces fantômes sont à nous. Si tu veux les rendre réels, viens. Ou invite-moi. H. Amael, les mains tremblantes, montra l'album à Élise lors d'un thé dominical. Elle feuilleta les pages en silence, puis soupira, un sourire triste aux lèvres. Il t'aime encore. Et toi? Amael hocha la tête, les larmes coulant. Plus que tout. Mais. Et toi? Élise posa sa tasse, prenant sa main. J'ai pardonné, mon chéri. Pas pour lui, mais pour nous. L'amour est trop rare pour le laisser mourir dans la rancune. Invite-le. On parlera. Le rendez-vous fut fixé pour un soir d'été, au même appartement haussmannien, sous les lustres qui avaient vu tant de drames. Élise prépara un dîner simple au escargot, foie gras, un Bordeaux de 1982, son armure de galeriste intacte. Hugo arriva en taxi, vêtu d'un costume slim américain, les cheveux grisonnants plus marqués, mais les yeux verts toujours intenses. La porte s'ouvrit sur un silence tendu, puis Élise s'avança, tendant la main. Bienvenue, Hugo. Pas pour rester, mais pour parler. Le dîner fut une danse sur des braises, des souvenirs évoqués, des blessures palpées avec précaution. Élise parla de sa douleur, de la trahison qui l'avait vidée, mais aussi de sa guérison, grâce à Amael. Vous l'avez rendu heureux, malgré tout. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Hugo, la voix rauque, s'excusa 1000 fois, évoquant sa propre thérapie, son amour pour elle qui n'avait pas disparu, mais muté en respect profond. Je ne mérite pas votre pardon, Élise. Mais je supplie pour une chance de mériter Amael. Amael, muet jusque-là, intervint enfin, la voix chevrotante. C'est pas à toi de décider, maman. C'est à nous. Élise hocha la tête, se levant pour les laisser seuls au salon. Avant de monter, elle embrassa Hugo sur la joue, un geste de grâce inattendu. Sois bon pour lui. Ou je te chasse pour de bon. Seuls, Hugo et Amael s'effondrèrent dans les bras l'un de l'autre, un baiser salé de larmes et de joie, comme une averse d'orage libératrice. J'ai cru te perdre pour toujours, murmura Hugo, ses mains caressant le visage d'Amael comme un trésor retrouvé. Et moi, j'ai appris à vivre sans toi, répondit Amael, mais je ne veux pas. Tu es mon horizon, Hugo. Mon Amérique dans Paris. Élise, du haut de l'escalier, écouta leur murmure, un sourire aux lèvres. Le lendemain, elle annonça le divorce à Ami, discret, avec une pension généreuse. Pour que vous puissiez respirer, dit-elle à Amael. Hugo s'installa dans un studio près du canal, et leur amour, libéré des chaînes, fleurit à nouveau, des matins paresseux, des expositions conjointes, des voyages en Normandie où ils marchaient pieds nus sur les plages, main dans la main. 1 an plus tard, lors d'une expo majeure au centre Pompidou, Amael présenta une toile monumentale, Retour à l'ancrage, un couple enlacé sous un ciel bigarré, Paris et New York fusionnant en un baiser cosmique. Hugo, à ses côtés, leva sa flûte de champagne. À nous, mon amour. À l'amour qui défie les tempêtes. Élise, dans la foule, applaudit la première, ses yeux brillants de fierté. Paris, témoin indifférent, continua son ballet éternel. Mais pour Amael et Hugo, la ville devint un sanctuaire, un lieu où l'amour, humain et imparfait, triomphait des trahisons et des exils. Il n'était plus des ombres, mais des lumières entrelacées, un témoignage que l'amour vrai, même interdit, pouvait guérir les âmes brisées.